Luc Mélenchon en direct sur LCI. En train de faire une démonstration de force, de cohésion, de discipline et d'enthousiasme, non pour impressionner, mais tout au contraire, pour rassurer, pour motiver ceux à qui cette France, nous avons voué notre énergie et notre dévouement. La France populaire, qui peut parfois être conduite à devoir baisser les yeux parce que la puissance qui s'oppose à elle est trop grande, mais qui sait qu'elle dispose avec vous toujours de la continuité du grand fil rouge qui court l'histoire, celui de l'insoumission, celui de la rébellion, celui de la révolution. Ah, c'est une grande satisfaction pour ma génération militante et pour les vétérans de la longue marche de la fidélité à l'idéal que de voir comment est prête dorénavant la relève. Et vous avez vu à cette tribune pendant 2 jours les visages de ceux qui seront, un jour ou l'autre, à un moment ou à un autre, le gouvernement de la France, le signal lancé au monde. Cette convention est un moment particulier de notre démarche. Nous qui n'avons jamais pratiqué le fétichisme des appellations, qui ne faisons pas passer avant tout le parti, la forme, l'organisation, mais la cause et les moyens qui permettent de rassembler le plus largement possible au service de l'idéal, et non des personnes, des sièges, des places. Nous voici donc au démarrage de cette phase qui s'appelle l'Union populaire. Les insoumis maintiennent leur mouvement et se mettent tout entiers au service de la cause de l'Union populaire, qui peut dès lors rassembler toutes celles et tous ceux qui peut-être auraient été embarrassés de donner l'impression qu'ils rallient une organisation, le mouvement insoumis, mais qui pourront trouver leur place dans cette union populaire qui est l'union à la base, puisque l'union au sommet n'est pas possible compte tenu de tous ceux qui n'en ont pas voulu quand il était temps et qui n'en veulent toujours pas du fait des contradictions de programme. L'Union populaire aura bientôt son Parlement, pourront le rejoindre, non pas les ralliés de la dernière minute que l'on voit passer d'un camp à l'autre dans le mercato politique traditionnel, mais les intellectuels, les syndicalistes, les créateurs, les femmes, les hommes qui apportent par leur vie quelque chose d'utile et de profitable à la patrie, tout cela pourront, simplement parce qu'ils en feront le choix, participer à ce Parlement. En janvier, nous ferons le meeting d'ouverture de l'Union populaire et j'espère qu'on y verra alors quelques-uns des visages qui auront décidé de faire ce mouvement vers nous et avec nous, à part égale avec tous ceux qui s'y trouvaient déjà auparavant. Nous ferons le meeting d'ouverture en janvier et le 20 mars, je vous appelle à réserver votre date pour faire cette marche que nous faisons à chacune de nos élections présidentielles à la mémoire de la glorieuse Commune de Paris. Mesdames, Messieurs, amis, et pour beaucoup d'entre vous, camarades, la victoire est possible. Ne croyez pas que je le dise seulement parce que j'en ai aussi follement envie que vous, mais parce que l'expérience et la connaissance du pays profond m'enseignent
que la France se cherche à tâtons à cette heure et qu'elle trouvera son chemin comme elle l'a toujours fait dans son histoire, à partir du mouvement de son peuple et de ce qui détermine la volonté de son peuple, c'est-à-dire de vivre bien, de vivre mieux, de vivre ensemble, sans haine, sans guerre de religion, sans égoïsme, dans le partage. Les sondages montrent que le deuxième tour est à une portée de petits points, bien plus facile qu'il ne l'était en 2016, lorsque nous avons entrepris notre campagne. Les sondages vous permettent de comprendre que oui, le pôle populaire existe dans ce pays à côté de cet UDF de gauche que, paraît-il, certains veulent créer, grand bien leur face. Mais le pôle populaire, c'est ici qu'il se trouve. Et c'est à lui que j'appelle à la rescousse le pays tout entier, les quartiers populaires, les salariés, les femmes et les hommes qui font la vie de tous les jours. Ah, je ne suis pas en train de vous dire que ces sondages soient pour vous une référence. Oh, je ne mettrai pas en cause les liens familiaux, ni l'argent qui coule à flot sur certains de ces instituts, mais je dis que tout de même, quand on a contact, qu'on discute, non pas pour contester l'existence même des sondages, ce que nous pourrions faire parfaitement à la suite du sociologue Pierre Bourdieu, mais pour dire que les mathématiciens, les statisticiens et les sociologues, femmes et hommes, de notre mouvement sont capables de discerner ce qu'il y a d'absurde, ce qu'il y a de faux à expliquer aux Français sans une ombre de nuance, sans une seconde d'hésitation, sans un commentaire, que 50% d'entre eux auraient l'intention de s'abstenir aux élections présidentielles, ce qui voudrait dire, dans la situation d'extrême volatilité dans laquelle nous sommes, qu'un tel pouvoir n'aurait aucune légitimité à décider quoi que ce soit dans un pays démocratique. Personne ne peut croire que seuls les milieux populaires s'abstiendraient massivement au point que non seulement on retire de ce qui est attribué à ma candidature la moyenne de l'abstention, mais en plus une surabstention populaire. Bref, ces sondages commencent à ressembler au rêve de la caste qui domine ce pays. Enfin, un pays où le peuple ferme sa bouche. Enfin, il aurait disparu. Et évidemment, il n'y a qu'un inconvénient à tout cela. Le voici qui résiste. Non, le pays n'est pas à droite, comme on voudrait nous le faire croire, parce qu'on essaie de lui bourrer le crâne avec des idées de racisme, de haine des musulmans et d'absurde égoïsme social, où le président de la République lui-même donne comme exemple qu'il faudrait rêver d'être milliardaire. Être milliardaire est une activité immorale qui ne se construit que sur la misère croissante des autres. Voilà ce que c'est. Non, le pays n'est pas à droite. Le pays n'est pas dans l'égoïsme. Quand 9 Français sur 10 sont d'accord pour qu'il n'y ait pas de retraite en dessous du SMIC, le pays est un pays partageux. Quand 8 Français sur 10 sont d'accord pour que le SMIC passe à 1 400 €, le pays est partageux. Quand 8 Français sur 10 sont d'accord pour la gratuité des premiers mètres cubes d'eau, ils ne se demandent pas la religion de ceux qui vont boire ou se nettoyer avec ces premiers mètres cubes. Quand 6 Français sur 10 sont pour le passage à la 6e République, la fin de la monarchie présidentielle, du Conseil de défense, quand ils sont pour le référendum d'initiative citoyenne, quand ils sont pour le référendum révocatoire, alors oui,
ce pays est dans sa grande tradition démocratique, de fierté républicaine, le pays qui a inventé la Déclaration des droits de l'homme et la première république qui se soit adressée à l'humanité tout entière et pas seulement aux Français. Ne vous faites pas voler l'élection présidentielle, car vous êtes en train de vous la faire voler, braves gens. Pourquoi ? Nous sommes à 6 mois du vote. Et voici qu'à part le mouvement que nous incarnons, à part l'avenir en commun, pas un seul de nos concurrents n'a de programme 6 mois avant l'élection. Alors il y en a un qui est là. Est-ce qu'il nous refuse celui-là aussi? Bien sûr, le droit à cette élection. Qu'est-ce qu'une élection, monsieur Macron? Ce n'est pas un acte d'effraction, comme vous l'avez dit la dernière fois. Ce n'est pas non plus une formalité administrative. C'est un peuple qu'on appelle à se poser les questions qui le concernent et qui doit trancher entre diverses options. La démocratie ne sert strictement à rien si elle n'est pas l'organisation de ce choix, l'organisation de la discussion qui précède le choix, pour que chacun, chacune, ne pouvant être informé de tout et sachant tout, en écoutant, se fait sa propre opinion et opine du côté qui est bon pour tous. Voilà ce qu'est la démocratie, voilà ce qu'est la République. Et voici que ce monsieur qui est entré par effraction veut y rester par dissimulation. Beaucoup d'entre vous croient qu'il ne dit pas qu'il est candidat parce qu'il est président. La vérité, c'est qu'il n'est pas président parce qu'il est candidat. Mais qu'il ne le dit pas pour que ça ne compte pas dans ses comptes de campagne. Quand il se prend pour un président d'ONG qui réunit, on ne sait pas pourquoi, la soi-disant société civile africaine avec laquelle il répète avant les réparties qui doivent se faire. Ça ne sera pas dans ses comptes de campagne, mais ça devrait s'y trouver. Alors, il est vrai que le candidat et le président ne se fréquentent pas aussi assidûment qu'ils le devraient. C'est la raison pour laquelle il arrive très souvent que le président Macron, qui annonce toutes sortes de choses à mesure qu'il se déplace, s'il passe au bord de la mer, il est le meilleur ami des pêcheurs, le voici qui passe à côté d'un champ, il est l'ami des agriculteurs, il croise à Harki, il est leur meilleur ami, etc., etc. Mais il a oublié de prévenir la représentation du président. Alors, ça donne que le Haut Conseil des finances se penche sur le budget de l'État et dit « Mais attendez, on vous a écouté, on ne comprend pas, il manque 5 milliards. » Alors, braves gens, peut-être vous souvenez-vous de la nouvelle assurance récolte pour les agriculteurs. Ah non? Vous vous en rappelez pas? Eh bien, tant pis pour vous, parce que de toute façon, il n'y a rien pour ça dans le budget. Doubler les policiers sur la voie publique, vous vous en souvenez? Non plus. Au milieu de tout ce qu'il a dit, eh bien, il n'y a pas grosse perte, il n'y a rien non plus dans le budget. L'indemnisation des harkis, rien. Les nouvelles aides pour la pêche, rien. Les nouvelles aides pour le fret ferroviaire, rien dans le budget. Le plan relocalisation du médicament, rien dans le budget. Les violences faites aux femmes, grande cause nationale, rien de plus qu'auparavant. Voilà. Jour après jour, vous pouvez allumer la radio officielle, regarder la télévision officielle, lire les journaux officiels. De toute façon, rien de tout ça n'a aucune signification concrète. Le candidat vous gorge d'annonces dont vous ne vous souvenez pas, et d'ailleurs, vous ne perdez pas votre temps, puisque de toute façon, il ne les fera pas. Nous avons droit à une élection honnête. Nous avons droit à une élection transparente, c'est-à-dire une élection où l'on discute. Le sortant, qui sera entrant, plus que d'autres, a des devoirs. Rendre compte de ce qu'il a fait et de ce qu'il n'a pas fait. Et ouvertement dire ce qu'il compte faire. Mais comme il n'a pas l'intention de le faire, je vais le faire à sa place, pour que vous sachiez à quoi vous en tenir. Monsieur Macron,
Respectez la démocratie, qui n'est pas un spectacle. Respectez la République, qui n'est pas juste une rente mémorielle. Respectez le peuple français dans son unité profonde et non dans ses différences de religion. Respectez vos opposants, parce que c'est le premier devoir du plus puissant dans une démocratie. J'ai proposé que l'on traite des questions internationales comme je le ferai sur d'autres sujets. Pourquoi ? Parce que ce sont les questions dans lesquelles vous êtes embarqués sans le savoir. À qui a-t-on demandé de faire la guerre du Mali? Une fois à l'Assemblée nationale. Et depuis 8 ans, nous y sommes sans en avoir discuté une seule journée, ni voté une seule fois. Cela nous coûte 2 millions d'euros par jour. C'est la guerre la plus chère que la France ait faite depuis la guerre d'Algérie. Il y en a pour 5 milliards qui, si nous les avions distribués aux gens qui se trouvent là-bas, auraient davantage pacifié la population que tous les bombardements qu'on a pu y faire. Et nous n'aurions pas perdu 50 des nôtres, sans compter les victimes civiles qu'on ne compte jamais et qui sont non moins nombreuses. Parce qu'on ne vous a pas demandé, et je veux dire en tout cas que pour moi, non, la Russie n'est pas un ennemi. Non, la Chine n'est pas un ennemi. La France n'a pas d'ennemis dans le monde. Elle a des intérêts, elle a des principes, mais je refuse qu'on s'embarque dans la guerre sans fin à laquelle on nous promet et dans laquelle nous sommes ridicules, comme nous l'avons montré en Australie, où l'on s'apprêtait à armer M. Scott Morrison et les autres dirigeants libéraux de l'Australie, qui, comme des cyniques, des menteurs, des truqueurs qu'ils sont, et de pauvres caniches de l'Empire nord-américain, au dernier moment se sont dédits et ont ridiculisé la France, qui ne méritait pas d'être traitée de cette manière. Mais tant mieux du moins, parce que nous ne sommes pas embarqués dans l'alliance des pays qui se trouvent là contre la Chine. La France est une nation pacifique. Et si vous m'élisez, nous cesserons les guerres. Nous demanderons à quelles conditions le Mali peut à nouveau appartenir aux Maliens. Et nous partirons le jour où on nous dira de nous en aller. Et nous souhaiterons bonne chance au peuple malien, qui est notre peuple ami, et qui choisira bien, comme il l'entend, de faire ce qu'il veut de lui-même. Ces questions, comme elles sont importantes, comme elles sont maltraitées, comme elles sont toutes rabaissées au rang d'un spectacle auquel on ne comprend rien, où un coup succède à l'autre. Un jour, on intervient, le lendemain, on insulte le Premier ministre du Mali. Un jour, on s'en va faire des gesticulations mémorielles. Le lendemain, on insulte le peuple algérien. Quel est cet embrouillamini qui fait qu'on ne sait plus qui est la France? Il faut qu'on le sache de nouveau, et il faut que vous sachiez à quoi vous êtes engagés. Parce qu'aucun traité ne vaut si le peuple n'y consent. Aucune alliance ne vaut si le peuple n'y consent. Et moi, je vous demanderai de consentir à sortir de l'OTAN, dans laquelle nous n'avons rien à faire, dans les aventures militaires perdues d'avance des États-Unis d'Amérique. Regardez, quand je vous dis que ce sont des questions urgentes, en ce moment, on parle du nucléaire. Enfin. Mais enfin. Alors voilà que le président, ayant entendu dire que vous n'aimez pas les éoliennes, vous propose à la place des éoliennes, que Mme Le Pen veut démonter, ce qui coûte 1,2 milliard, de mettre des centrales nucléaires partout. Des mini-réacteurs. Eh bien, je vous garantis qu'un mini-réacteur, quand il dysfonctionne, il fait des maxi-dégâts, comme les gros réacteurs. C'est pourquoi il n'y aura pas de mini-réacteurs si nous gagnons l'élection présidentielle. Et nous fermerons tous les réacteurs nucléaires de ce pays, parce qu'ils nous mettent en danger, parce que nous ne sommes pas indépendants, car l'uranium n'existe pas en France, parce que le prix est supérieur à ce qui vous en est dit, parce que la gestion des déchets n'est jamais comptée dans le prix de revient. Or, mes amis, des déchets pour 10 000 ans, il y en a pour un moment à payer. Il y en a des trous à faire. Mais plus que tout, je ne l'ai jamais fait dans le passé, parce que j'estimais que la peur est mauvaise conseillère.
Mais maintenant, c'est trop de contes à dormir debout qui sont racontés aux Français, au point qu'eux qui avaient compris, après Tchernobyl, après Fukushima, qu'il y avait là une situation que tout le monde arrive à comprendre. Oui, c'est sûr, c'est du bon travail qui est fait par les techniciens du nucléaire. Bien sûr, c'est sûr. Et même si c'est sûr à 90%, il reste 10%. Et même si c'est sûr à 99%, il reste 1%. Et quand c'est le 1%, alors c'est à 100%. C'est à 100%. La France a 56 réacteurs nucléaires. Il y en a déjà 19 qui ont atteint depuis 2017 les 40 années pour lesquelles ils avaient été construits. Il n'y en a que 2 qui ont été fermés avec la centrale de Fessenheim. Tout le reste est en train de fonctionner. Entre maintenant et 2027, la fin du prochain quinquennat, il y a 22 réacteurs qui vont atteindre les 40 ans qui étaient la limite de vie. Et pour les recaréner, il faut que vous décidiez de dépenser 150 milliards d'euros. À quoi voulez-vous consacrer 150 milliards d'euros? À recaréner des machines qu'il faudra arrêter 10 ans après, ou bien à mettre le paquet pour qu'on arrive à produire à temps l'énergie dont on a besoin, parce qu'on en a besoin et qu'on en a besoin de beaucoup, pour faire les travaux de sobriété? Eh bien, mon choix est fait. Mais à tous les petits malins qui continuent dans les erreurs qui furent les nôtres, à un certain nombre dans cette salle dans le passé, à vous tous qui nous dites que ça ne craint rien, laissez votre numéro de téléphone, s'il vous plaît, pour qu'on sache à qui s'adresser s'il y avait un problème. Parce que voilà ce que je veux vous dire. La centrale de Nogent-sur-Seine est la seule centrale nucléaire au monde qui est située en amont de la capitale de l'État. S'il y a le moindre problème avec la centrale de Nogent, il y a 11 millions de personnes à déplacer. Et tout ce qui est prévu, dans le cas où il y aurait un problème, c'est d'ouvrir le barrage de l'Aube et de faire couler l'eau dans la Seine pour que tout dégringole dans la Manche. Point final. La centrale de Blaye, dans le Blayais, a déjà les pieds dans l'eau, dans la Gironde. En 1999, grâce au sang-froid extraordinaire d'un ingénieur d'EDF, on a coupé à temps le système parce que peu de temps après, les prises d'eau ont été bloquées par l'inondation et la montée du niveau de l'eau. Mais sinon, c'était la catastrophe. Alors, 3 millions de personnes à moins de 100 kilomètres. La centrale de Gravelines, à côté de Dunkerque. Il y a 3 millions de personnes à moins de 100 kilomètres. Pourquoi je vous dis 100 kilomètres? Parce que c'est le rayon où l'on a pu observer les conséquences de Fukushima. Alors, comme homme d'expérience et de raison, qui ne met pas au premier plan la fiabilité de la filière et sa rentabilité, mais qui met au premier plan l'intérêt général, la certitude que la patrie est capable de produire à temps la quantité d'énergie dont nous avons besoin, par la sobriété, en assurant la diminution de nos consommations excessives, par exemple celles qui résultent du fait de ce qu'on appelle les logements passoires, où la chaleur se répand à l'extérieur, mais aussi celles que l'on captera par l'énergie géothermique, par l'éolien et par les hydroliennes, qui est un bien grand mot pour dire ce qui existait à 100 000 exemplaires dans le passé en France, des moulins, des turbines, qui captent le mouvement naturel qui ne coûte rien, qui est gratuit et illimité, de l'eau qui descend vers la mer. Je sais que je serai plus facilement entendu si j'assure solennellement que dans l'hypothèse où nous gagnons et où nous appliquons ce programme, oui, nous arrêterons l'EPR. Parce que dans le meilleur des cas, on le met en route, on prend la décision en 2022, on le met en route en 2023 et en 2024. Il faut l'arrêter parce qu'on change le couvercle et pas de fissure.
Tout ça est absurde. Assez jeté d'argent par les fenêtres, 10 ans de retard, une somme multipliée par 3, c'est trop. Mais je demande qu'on m'entende, que les salariés d'EDF sachent que nous nous engageons à ce que chacun d'entre elles et d'entre eux ait garanti dans son salaire jusqu'à la retraite si nous appliquons ce programme. Que les communes sont assurées de recevoir les revenus qu'elles touchent aujourd'hui des centrales nucléaires parce que l'État le leur donnera à leur place. Et tous, bien sûr, seront appelés à concourir au bien commun, d'abord parce qu'on a besoin des travailleurs du nucléaire pour démanteler le nucléaire. C'est eux qui connaissent le mieux les installations. Parce que nous avons besoin de sécuriser les travailleurs du nucléaire, et notamment la masse innombrable des sous-traitants. Vous vous souvenez de cette chaudière qui est tombée une fois? Il y avait 70 entreprises sous-traitantes auprès de ce fichu machin qu'il s'agissait de sortir et de poser. Eh bien, pour faire ça, on a réussi ce tour de force de faire venir tellement d'entreprises qu'à la fin, le machin s'est cassé la figure en cours de route. Non, ne croyez pas que ces gens sachent gérer en toute tranquillité. Tous les ans, il y a des incidents. Voilà un des exemples que je voulais vous donner, des grandes questions qui sont pendantes. Ne vous faites pas voler ces débats. Demandez un par un à chacun de ceux qui sont candidats. Que comptez-vous faire avec ce danger public qui est là? Et enfin, étant spécialiste aussi des questions militaires, je vais vous dire que ce n'est pas une trouvaille que d'avoir un pays dans lequel on installe une centrale nucléaire en amont d'une capitale et la plupart des réacteurs dans la vallée de la Chimie, ce qui signifie qu'un coup au but serait un coup définitif contre la France. Alors ça suffit de faire comme si ça n'était pas le cas. Ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas responsable. Mieux vaut se dire oui, ça va être difficile et compliqué. On me dit combien de temps il vous faut pour arrêter? Je vais vous dire, le temps qu'il faut pour arrêter une centrale nucléaire, c'est 5 heures. Donc ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est combien de temps nous faut-il pour rattraper par la production et par la sobriété la quantité d'énergie. Eh bien ça, tout le monde va retrousser les manches, les ingénieurs, les architectes, les ouvriers, et on le fera à temps, parce que le pays est prêt à l'effort quand il s'agit de l'intérêt général. Ne vous faites pas voler ces débats. Aiguisez vos esprits et votre méfiance, parce que l'autre, il a un programme. Mais il ne vous le dit pas. Mais il le dit à d'autres, à ses amis préférés. Non, je ne suis pas en train de parler des milliardaires qui le financent et qui financent sa presse. Non, je parle de ses amis à l'Union européenne, à la Commission. Parce qu'à eux, il leur a envoyé, en avril 2021, un document signé de sa belle main sur du bon papier blanc qui s'appelle « Programme de stabilité 2022-2027 ». Alors, vous avez adoré l'explosion des prix du gaz et de l'électricité. La fête ne fait que commencer, car il a promis qu'il y aurait la suppression des tarifs réglementés du gaz en 2023. Ah, il ne vous l'avait pas dit? Eh bien sûr. Il a promis une nouvelle réforme de l'assurance chômage après avoir déjà dépouillé 1,5 million de personnes qui vont perdre jusqu'à 40%. Il a promis, je vous épargnerai, c'est-à-dire des pages et des pages, puis il faut chercher, hein, parce que c'est écrit en langue européenne, donc on n'est pas toujours bien sûr de ce qu'on lit. Hein. Bon, alors il faut y regarder de très près, souvent. Je me souviens que quand j'étais ministre et qu'on m'amenait ce que l'Europe avait dit, on me lisait, je disais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors il se mettait à 2 ou à 3 pour me dire, on pense que ça veut dire ceci ou cela. Mais là, ça au moins, c'est sûr et clair. Mais ce n'est pas tout. Il a promis de ramener le déficit du budget de 9 à 3. Ah ah! La plus terrible crise d'austérité de toute l'histoire de la République. Naturellement, il n'y a aucune chance que ça marche. Mais il n'y a qu'à regarder ce qui est arrivé à ces pauvres Grecs, qui se sont fait dépouiller, qui d'un peu allaient vendre la mer, après avoir déjà vendu les îles, et qui, partis d'une crise
où ils avaient un découvert de 110%, maintenant peuvent pavoiser avec 220%. Grâce au remède de cheval qui leur a été appliqué, ils n'ont plus rien à part le droit de continuer à payer. Et vous, si vous le laissez faire, alors, pour passer de 9 à 3% de déficit, il va augmenter la cadence actuelle de ce qu'il fait. Et la cadence actuelle, pour le cas où vous l'auriez oublié, et bien sûr vous l'avez oublié, parce que franchement on ne peut pas se rappeler de tout, depuis que M. Macron est là, 1200 fermetures d'écoles. Alors, non, ça c'est s'il continue. Non mais avant ça vaut pas mieux, hein, mais c'est pas marqué sur ma feuille. 1200 à la cadence actuelle. 22 000 fermetures de lits d'hôpitaux, parce que ça au moins on s'en rappelle. Actuellement ils en ferment 4 300 par an. Alors vous multipliez et ça vous donne ce résultat. Voilà ce qui se passera pendant son prochain mandat, parce qu'il l'a promis. Et il va bien falloir qu'il tienne parole, parce que dans un instant, je vais vous en parler. Voilà qu'il va être président de l'Europe à partir du 1er janvier. Donc il ne pourra pas aller là-bas et leur dire « Écoutez, moi j'ai quelque chose à vous dire, tout ce que je vous ai dit avant, on ne l'appliquera pas. » On dira « Comment? Mais c'est vous le président, vous devez montrer l'exemple. » Il va montrer l'exemple parce qu'il va être à la fois président de l'Europe, président de la France et candidat. C'est pas Superman, mais presque. En attendant, j'ai un deuxième sujet. Après, je vous promets, je passe à autre chose. Là, je vous ai parlé du nucléaire. Là, je vous ai parlé du budget de la France. Maintenant, je vais vous parler des retraites. Ça va? Vous êtes contents? Hein, bosser jusqu'à 62 ans. Merci qui? Merci, monsieur Sarkozy. 43 annuités. Merci qui? Mon ennemi, c'est la finance, François Hollande. Ça veut dire qu'un môme, fille ou garçon, qui a son premier boulot à 23 ans, ce qui est la moyenne, eh ben, il est au turbin jusqu'à 66 ans. Et pour être avec un lance-pierre. Voilà, Jean-Luc Mélenchon et ce congrès qu'il clôture à Reims de l'Union populaire. On retiendra la victoire est possible. Nous sommes à quelques points du deuxième tour. Et puis, violente charge, évidemment, contre Emmanuel Macron, ou encore la guerre au Mali, ou encore l'énergie nucléaire. On retiendra aussi cette phrase « être milliardaire est immoral » que vous allez peut-être commenter avec nous. On le réécoute, Jean-Luc Mélenchon, sur cette victoire possible. La victoire est possible. Ne croyez pas que je le dise seulement parce que j'en ai aussi follement envie que vous, mais parce que l'expérience et la connaissance du pays profond m'enseignent que la France se cherche à tâtons à cette heure et qu'elle trouvera son chemin comme elle l'a toujours fait dans son histoire, à partir du mouvement de son peuple et de ce qui détermine la volonté de son peuple. Benjamin Morel, qu'est-ce qui fait là, Jean-Luc Mélenchon? Galvaniser les troupes et dire la victoire est possible. Or, les sondages le donnent entre 8 et 10. Hein. Oui, mais il a un avantage sur ses autres concurrents de gauche, entre guillemets, c'est qu'il a des réserves de voix dans l'abstention potentielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez les enquêtes d'opinion, vous avez une grande partie de l'électorat populaire qui n'y figure pas réellement parce qu'il n'est pas certain d'aller voter. On a à peu près un taux d'estimation de la mobilisation qui est de 50%. Or, on sait qu'une présidentielle, généralement, on est plus autour de 70%. Et Yannick Jadot, Anne Hidalgo visent des sociologies qui, en réalité, eh bien, sont déjà mobilisées. Jean-Luc Mélenchon a des réserves de voix dans l'abstention, ce qui peut lui permettre de refaire un peu le coup de 2017, c'est-à-dire avec un espace politique suffisant, eh bien, d'apparaître comme étant le mieux placé et d'arriver à faire boule de neige ensuite, d'arriver à déclencher une dynamique de vote utile. Mobiliser les le problème, indécis, là. exactement. Le problème, c'est que généralement, on a pour le coup un électorat qui se mobilise plutôt dans les mois de février-mars. Or, avec la situation actuelle, Jean-Luc Mélenchon n'est pas sûr de pouvoir tenir jusqu'en février-mars avant d'être doublé par l'un de ses concurrents. Donc il faut que ces électeurs se mobilisent rapidement. Pour ça, Jean-Luc Mélenchon a besoin de faire des grands coups. Il y a eu le débat face à Zemmour, il y a eu la proposition de débat face à Macron. Donc l'idée, c'est d'arriver à marquer le paysage politique pour faire sortir de l'abstention ces personnes. Mais on a l'impression, Virginie, là, c'est un peu une liste à la Prévert qui nous fait contre le Mali, contre l'OTAN, contre le nucléaire, contre Macron, évidemment. Les milliardaires sont immoraux. Ils brassent tout un tas de sujets, là.
Oui, c'est un peu désordonné, ça part un peu dans tous les sens, mais la ligne de fond, qui n'est pas toujours très visible, pas autant visible que ce que peut-être ses auditeurs aimeraient, c'est qu'il s'adresse, comme le dit Benjamin, à un électorat populaire. Et le nom Union populaire n'est pas choisi au hasard. La difficulté pour Jean-Luc Mélenchon, qui a eu vraiment la flamme lors de ses précédentes campagnes en 2012 et en 2017, il a fait des campagnes qui étaient des objets politiques extrêmement réussis. La vérité, c'est que son image est très abîmé. Son discours s'est beaucoup, je trouve, détérioré. C'est-à-dire qu'il part dans tous les sens, il se fait trop confiance, il s'enflamme pour des sujets qui ne sont pas forcément des sujets centraux. Et on voit là que son auditoire est un peu perplexe. Et je ne sais pas si ce discours qu'il veut mobilisateur, qu'il veut être une démonstration de force, portera réellement ses fruits. Mais c'est le problème, c'est lui, en fait. Ouais. Non, le pays n'est pas de droite. Il l'a répété encore une fois, selon lui. Non, le pays n'est pas à droite, comme on voudrait nous le faire croire, parce qu'on essaie de lui bourrer le crâne avec des idées de racisme, de haine des musulmans et d'absurde égoïsme social, où le président de la République lui-même donne comme exemple qu'il faudrait rêver d'être milliardaire. Être milliardaire est une activité immorale qui ne se construit que sur la misère croissante des autres. Bon, là, c'est la charge contre Zemmour, là, clairement. Les milliardaires ? Ouais, non, les milliardaires aussi, mais la haine des musulmans, non, etc. Le pays n'est pas de droite. Avec les caricatures qui sont les nôtres, pardon, c'est vrai qu'on ne sait pas ce qui dans la campagne va l'emporter, des questions sociales ou des questions identitaires. Donc, les questions sociales sont fortes. On voit bien qu'autour du pouvoir d'achat, il y a beaucoup d'inquiétudes, que ça peut être un thème central du débat. Est-ce que c'est la gauche qui sera en tête de pont de ce débat, audible avec des propositions? Peut-être pas. L'élection présidentielle telle qu'elle est aujourd'hui est assez embrouillée quand même. Alors, est-ce que le pays est à droite ou est-ce qu'il n'est pas à droite? Est-ce que les questions identitaires vont être dominantes? Peut-être pas. Est-ce que l'appétence des Français pour les questions identitaires font de la France un pays à droite? C'est une autre question. Et en plus, ce serait une autre question. C'est pour ça que je parlais de caricature. Ce qu'il y a de vrai, c'est qu'à gauche, si on fait un constat, me semble-t-il objectif, c'est que Jean-Luc Mélenchon tient un peu debout. Le pôle social-démocrate est en train de s'écrouler complètement. Or, la gauche, tout de même... C'est quoi le pôle social-démocrate? C'est l'UDF de gauche, comme dirait Jean-Luc Mélenchon. Non, mais c'est Hidalgo et Jadot? Au moins Hidalgo. Jadot, c'est peut-être autre chose encore. En tout cas, on voit que si le pays n'est pas à droite, la gauche n'est pas flambarde. Ouais. Voilà, mais quand il dit on est à quelques points à grappiller pour le deuxième tour, il se fait des idées. À portée de petits points. Je pense qu'à l'automne 2016, Mélenchon était plutôt autour de 10. Il finit à 19. Une campagne, c'est long, et une opinion publique, elle se décide assez tard. Donc il faut être prudent. Ce qu'il y a de vrai aussi, après c'est très subjectif, et ce sont des sensations. C'était pas le meilleur discours, le meilleur Mélenchon. Un peu embrouillé, pas de ligne directrice, il passe un peu tout au fil de l'eau, il parle de nucléaire d'une manière un peu curieuse. Bon, on voit bien que la question du leadership aussi à gauche est posée. Restez avec nous dans un instant. Eh bien, on va parler de quoi? De la droite. Pourquoi? Parce que Valérie Pécresse est l'invitée dans une demi-heure, maintenant une grosse demi-heure, du grand jury RTL Le Figaro LCI. Elle répondra évidemment à Xavier Bertrand qui, lui, se voit